Mesdames, Messieurs, bonsoir. Du 8 au 20 novembre, le général d'armée Abdraman Tchani, président de la République, chef de l'État, s'est rendu successivement dans les régions de Dosso, Tawa, Agadez, Zender, Maradi et Difa. Un véritable marathon de 4083,58 km de route, précisément, qui a duré 2 bonnes semaines. Au total, ce sont des centaines et des centaines de villages que le chef de l'État a pu visiter à l'occasion de cette visite de terrain et près de 1400 arrêts dans des hameaux et autres bourgades sur son trajet. Au cours de ce débat, nous allons parler de la mobilisation exceptionnelle qui a couronné le déplacement du président de la République, mais aussi insister sur certaines étapes de cette tournée, dont notamment celle d'Arlit et Assamaka aux confins du désert nigérien. À Arlit, il faut noter que le chef de l'État s'est rendu sur le site de la Somaïr où pendant plus de 50 ans, la France exploite à sa guise l'uranium du Niger sans que les conditions de vie de nos populations connaissent un quelconque changement. À Assamaka, le chef suprême des armées est allé soutenir et encourager les forces de défense et de sécurité au niveau du poste militaire de reconnaissance d'Assamaka qui a fait l'objet d'une tentative d'attaque par des groupes armés quelques heures après l'arrivée du président de la République à Arlit. Nous allons, au cours de ce débat, revenir sur toutes ces actualités avec nos invités qui sont sur ce plateau. Nos invités sont M. Abdou Moumouni Abdourazakou, conseiller spécial du président de la République chargé des questions minières. M. Abassa Moukela, secrétaire général du syndicat national des travailleurs des mines du Niger. M. Amadou Roumfaï, directeur général de Globalcom. M. Issa Mohamed Lawal, juriste et consultant international qui vit au niveau de la diaspora, et M. Issaka Boubacar Touré, président de l'association Société humanitaire du Niger. Chers invités, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation où, je le disais tantôt, nous allons faire un décryptage de la tournée du chef de l'État à l'intérieur du pays avec un accent particulier sur l'étape d'Arlit et Assamaka. Quel commentaire vous suscite ce déplacement du président de la République dans pratiquement toutes les régions du Niger et par voie terrestre? Quelle signification donnée à l'étape d'Arlit et Assamaka, des localités situées aux confins du désert? Cette visite du chef de l'État sur le site de l'exploitation de l'uranium est-elle anodine ou pas? Qu'est-ce qui va changer désormais après cette grande tournée du général d'armée Abdraman Tchani qui est allé au contact direct des populations? Réaction et analyse, messieurs, dans ce débat. Quel commentaire vous suscite le déplacement du président de la République dans les différentes régions du Niger? Monsieur Abdelrazak, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau du grand débat. On commence par vous. Merci beaucoup. Alors, je pense que je me suis même ému en parlant de la visite du chef de l'État à l'intérieur du pays. OK. Et vu l'engouement extraordinaire, on va dire, et historique de la mobilisation de nos populations pour accueillir notre héros, moi je l'appelle ainsi. D'accord. Et la seule chose que je veux dire est que nous continuons à formuler nos prières à son encontre et pour notre pays, que Dieu le renforce et dans ce qu'il fait pour notre pays, qu'il lui assure la droiture dans tout ce qui le concerne et qu'il lui donne une mention honorable sur les langues de la postérité. C'est extrêmement important pour nous et nous allons nous fédérer autour de lui. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus de questions, il n'y a plus de questions possibles à se poser. La refondation, elle est en marche. Elle est en marche. Elle est en marche et vraiment de la plus belle manière. Les Nigériens l'ont montré à la face du monde. Et la seule chose maintenant, aujourd'hui, qui nous reste, c'est de nous mettre à travailler avec lui pour relever tous les défis qui assaillent notre pays. D'accord. Voilà. Merci, merci. Abassa, bonsoir. Vous avez quitté Arlit pour venir ici assister à ce débat. Alors, quel commentaire vous suscite le déplacement du président de la République dans les différentes régions du Niger? Merci pour cette occasion-là. Pour nous, le chef de l'État a voulu donner un signal fort en montrant sa disponibilité et son engouement, et même son engagement donc, par rapport au pays. Alors, vous l'avez vu, la population, on est sorti massivement, très massivement, pour accueillir le chef de l'État parce que c'était une surprise. Du Niger, il faut préciser. C'était une surprise. Alors, au niveau d'Arlit, vous l'avez remarqué donc, que presque tout le monde est sorti. On a laissé les maisons vides pour donc accueillir le chef de l'État et lui montrer que nous sommes avec lui, nous sommes derrière lui et qu'on est disponible. Alors,
C'est la moindre des choses. Pour les populations d'Arlit, ce n'est pas rien, hein, parce qu'on les a vus tous à l'entrée, dans la ville, partout. Hein, et c'était exceptionnel, parce qu'Arlit, je précise, c'est quand même un département. On a vu la mobilisation extraordinaire, hein, contrairement même à certaines régions, chefs-lieux de région du Niger. Ça, il faut le préciser, puisqu'on était dans la mission. Vous savez, Arlit, c'est une population qui a souffert. Elle a souffert. Et qui attend beaucoup de ces autorités-là. Pendant plus de 50 ans d'exploitation de cette richesse-là, mais une partie de la ville n'a même pas d'eau potable. Une partie de la ville n'a même pas d'électricité. Vous avez vu la route pour arriver à Arlit. C'est tout un combat. Parce qu'on est obligé de choisir, on est obligé de choisir le trou dans lequel on va tomber. Parce que dans tous les cas, on est obligé de tomber dans un trou. Oui, tout à fait. Donc voilà, donc la population est sortie massivement parce que la population croit donc à ce régime-là. À la refondation. À la refondation. D'accord. Et la population a manifesté donc que avec ce régime-là, des choses peuvent changer. Parce que quand il faut prendre le cas de nos entreprises et qui tiennent la ville, Somaïr et Cominac, aujourd'hui, on n'a plus Cominac, donc il n'y a que Somaïr. C'est vrai qu'on a l'exploitation de l'or aussi, mais ça ne suffit pas en fait pour faire vivre la ville. Donc l'attente est forte et c'est ce qui fait que donc, vous avez vu cette mobilisation-là qui a été vraiment à l'acteur, au niveau de tout le monde en fait. Oui, tout à fait. Voilà. Tout le monde était là. Tout le monde était là. D'accord. Merci, c'est bon? Merci. Oui, Roufaï, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue aussi sur le plateau du Grand Débat. Qu'est-ce que vous avez ajouté et quels commentaires vous suscite le déplacement du président de la République dans les différentes régions du pays? Bon, a priori, ce qu'il faut relever, c'est l'unité. L'unité. Aujourd'hui, quand on regarde le déplacement du président, il n'y a qu'un seul symbole, le drapeau du Niger. Ouais. Et c'est quelque chose qui a fédéré tous les Nigériens pour aller accueillir le président de la République. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu un tel engouement. Ouais, les gens disent depuis le temps de Kounché. Même pas le facteur déplacement. Il faut voir l'accueil. Ce n'est pas un parti, ce n'est pas, comment on appelle, une organisation. C'est tout le monde qui est parti accueillir le président de la République sous le drapeau du Niger. Donc cette unité qu'on a tant chantée, aujourd'hui, elle est là. Et c'est une base. Parce que quand on parle de développement, quel qu'en soit ce qu'on arrive à mettre en place, s'il n'y a pas cette unité, on ne peut rien construire. Parce que d'autres vont commencer à mettre les briques, d'autres vont casser la nuit. Et c'est ce qui a fait que depuis, comme on appelle la conférence nationale, on était en train de tourner en rond. Parce qu'il n'y a pas cette unité autour d'un leader. Et aujourd'hui, c'est fait autour du président Tchani. Le président Tchani a montré quelque chose qu'avant, les gens ne mettaient pas... Le pays. Pas le pays. La connaissance de l'autre. De l'autre, ok. Parce que quand on regarde la façon dont il est allé vers les populations, ça montre que c'est des gens qui comptent pour lui. Ce n'est pas une campagne électorale ou bien quelque chose comme ça. Il est parti vers les populations, il est parti leur desserrer la main. Et si vous avez remarqué quelque chose de très très important, partout où on lui donne quelque chose à boire, quelque chose à manger, il prend. Donc ça veut dire qu'il a confiance à sa population et cette confiance, la population lui a montré qu'elle le lui donne parce qu'il a cette valeur-là. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde, comment on appelle, tous les déplacements antérieurs de ses successeurs, comment on appelle ses prédécesseurs, quand on regarde, c'est des gens qui, à la limite, je suis là, mais restez dans votre coin. Mais lui, il est parti au contact. Souvent des gens à qui on donne de l'argent pour venir au cours de la mobilisation. Et malgré, il n'y a jamais eu de l'argent qui a été donné au niveau des régions pour mobiliser. Malgré cela, aujourd'hui, ils jalousent ce qu'ils ont vu. Avec l'argent, comment on appelle, la mobilisation de telle structure, ils n'ont plus jamais pu faire une telle mobilisation. Et surtout, ce qui, comment on appelle, qui fait plaisir, c'est de voir que c'est les populations qui veulent donner. Donner, elles-mêmes. Elles-mêmes. C'est ça. Et c'est ça le plus important. Parce que quand on se réfère à ce que le président américain, comment on appelle, John Fitzgerald Kennedy a dit, ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, mais ce que tu peux faire pour ton pays. Et aujourd'hui, on est dans cette logique-là. Au Niger. Voilà. Merci. Oui, Issa, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue aussi sur le plateau du Grand Débat. Qu'est-ce que vous allez ajouter? Quel commentaire vous suscite le déplacement du président de la République dans les différentes régions du Niger que sans doute vous avez suivi? Sans doute j'ai suivi, mais moi j'apporterai une analyse sous un autre angle. On y va. De la tournée du chef de l'État
Et ce que je veux dire, c'est que la tournée du chef de l'État était d'abord attendue. Elle était souhaitée, elle a été obtenue. D'accord. Et l'exercice du pouvoir, c'est d'abord les symboles, c'est d'abord dans les apparences, c'est d'abord dans la forme. Et on a obtenu tout ça. D'accord. Et en allant aux confins du Niger, qu'est-ce qu'a voulu démontrer le chef de l'État et son équipe? C'est qu'aucun territoire du Niger ne doit être laissé aux mains des terroristes. Oui, tout à fait. Tous les territoires du Niger, centimètre par centimètre, doivent être sanctuarisés. Alors, prenons garde. Certes, le chef de l'État a signé tous ces contrées-là, toutes ces contrées-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire, après le passage du chef de l'État, il ne faudrait pas qu'on ait l'image à laquelle on est souvent habitué. C'est-à-dire, quand on reçoit des chefs d'État, on essaie de présenter un meilleur visage de la ville, mais après son passage, voilà, les mauvaises pratiques, le mauvais décor s'installent. Cette fois-ci, il faut que ça change. C'est-à-dire, après le passage du chef de l'État, il faut vraiment que ces régions-là soient sanctuarisées, centimètre carré par centimètre carré. D'accord. Et comment il faut y arriver? D'abord, en se donnant les moyens juridiques, les moyens militaires et de défense. D'accord. Il faut également passer par la formation des élites qui peuvent manipuler les moyens technologiques et techniques dont on a besoin pour lutter contre ce mal qui nous étrangle depuis des années. D'accord? Okay. Ça, c'est essentiel. Ensuite, par rapport à son discours, je pense que c'était votre deuxième question. Peut-être que je laisserai la parole à... Oui, bien sûr, on va en arriver. On va en arriver. D'accord. Mais voilà, vraiment, il faut que ça change. La rupture, elle doit s'incarner, elle doit se faire tout de suite, passer des paroles aux actes. D'accord. Et le chef de l'État a donné le tempo. Oui. Le chef de l'État a donné le tempo. Okay. Il a démontré qu'il est aux côtés de ses populations. Et en retour, il faut que chacun prenne conscience que le contexte a changé. Qu'on soit pour ou contre, le fait est là. Ouais. Maintenant, convergeons-nous vers un objectif global, uni, en tout cas, pour que tous les moyens qu'on puisse mettre à disposition convergent vers cet objectif global de souveraineté qui doit être qui doit être synonyme d'indépendance. D'accord. Merci. Oui, Issaka, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue aussi sur le plateau du Grand Lac. Qu'est-ce que vous allez ajouter à côté de ce que déjà les autres invités ont soutenu sur ce déplacement du chef d'État à l'intérieur du pays, dans les différentes régions du Niger? D'accord. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa salatu wa salam ala Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, bonjour chers tous. Et merci M. Abdoulaye pour l'honneur que vous nous faites à tous de nous inviter d'être sur ce plateau, j'ai envie de dire mythique, du grand débat. Personnellement, je suis vraiment honoré. Merci. Alors, avant de revenir à cette première question, je voulais revenir sur un verset du Coran qui dit « Fazakir, fa inna zikra tanfa'ul mu'minin » car le rappel profite aux croyants. Et ce rappel... ce devoir de mémoire, il est relatif à une notion très importante. L'histoire, le monde contemporain, tel que nous le connaissons, a connu 4 grandes révolutions. Celle américaine, puis française, puis chinoise, puis russe. Et ces révolutions qui se sont déroulées sur 3 continents sur 4 étaient des révolutions qui avaient 2 choses en commun. La première des choses qu'ils avaient en commun, c'est que c'était grâce à ces révolutions que ces pays ont pu siéger au concert des Nations Unies comme étant l'un des pays les plus puissants au monde. D'accord. Et les 4 pays que je viens de citer aujourd'hui sont tous membres permanents avec droit de veto à l'ONU. Deuxièmement, et ça, je pense que c'est la chose la plus importante. Okay. Nous devons tous revenir, et là quand je parle pas que de l'élite intellectuelle, c'est un message que j'aimerais très sincèrement et profondément adresser au commun du Nigérien, pour qu'il puisse savoir qu'est-ce qu'on attend de lui. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à la croisée de l'histoire et de la grandeur, de l'oubli et du mépris. Parce que tous ces pays qui ont pu s'élever et atteindre le développement
l'ont fait grâce à un soutien incommensurable que la population, que les jeunes, que les femmes, les travailleurs ont donné à ces gouvernements. Donc c'est ça la petite piqûre de rappel. Est vraiment temps pour nous. Pas que les jeunes. Il est temps pour tout le monde de se converger vers une même direction, la direction de la souveraineté. Et le président le dit à chaque fois, la direction mais ça, de on la l'a vu à dignité. l'occasion, parce qu'il y a des femmes, des vieillards, des jeunes, même des petits-enfants étaient sur les trajets du chef d'État et au cours des mobilisations, que ce soit au niveau des stades ou des arènes de lutte où on a organisé ces manifestations. Exactement. Voilà. Mais très malheureusement, l'unanimité est impossible en toutes choses. Oui, bien sûr. Il y a encore des brebis galeuses. Oui, ça on, ne manque pas. On le dit, on a des ennemis externes comme des ennemis internes. Nous voulons dire à tous ces ennemis, qu'ils soient internes comme externes, c'est le moment de regarder l'intérêt suprême de la nation. Revenez à de meilleurs sentiments. Revenez à la meilleure des fois pour que nous puissions converger vers ce déplacement. Et cela n'est un secret de polichinelle pour personne. Que vous aimez le président ou que vous ne l'aimiez pas, cette tournée a été salvatrice sur bien des points. Je pense que je ne vais pas revenir là-dessus. L'un des avantages de parler après des hommes au bois mûr, c'est qu'on a peu de choses à dire. Donc tout ce que je devais dire a été déjà dit. Cette tournée est plus que salvatrice et la seule chose que nous pouvons faire, et c'est comme l'a dit monsieur le conseiller, c'est de prier pour le président. Pour le président. Merci beaucoup. D'accord. Et Issa, je profite puisque vous avez profité de cette visite de tournée de 2 semaines et seulement du chef de l'État pour écrire un petit document sur cette visite. Comment vous avez fait? Parce que vous avez le document est là et il s'intitule « Le Niger s'adresse à son guide, témoignage des Nigériens sur la tournée nationale du président ». En 2 semaines, comment vous avez pu réaliser vraiment ce document? Je veux bien comprendre, parce que le document est là dans mes mains. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous a motivé? Pourquoi vous avez décidé de faire ça? En 2 semaines, je l'ai dit, puisque la visite n'a duré que 2 semaines et déjà le document est là. C'est quoi exactement? Qu'est-ce qui vous a motivé? Alors, c'est quoi votre motivation? J'ai vraiment envie de raconter une histoire digne d'une storytelling pour dire que tout a été... On y va. J'étais même à Lomé quand le président a amorcé l'annonce pour Dosso. Dosso, voilà. Et là, j'ai reçu un appel du vice-président de notre association, M. Harouna Jibril Songaise, qui me disait, tiens, c'est l'heure. Parce que lors de toutes nos réunions, on le martèle à chaque fois. Ne nous demandons pas, respectons cette maxime qui dit ne nous demandons pas ce que l'État peut faire pour nous, mais ce que nous pouvons faire pour notre État. Il dit c'est l'occasion. Et je vous le promets, je parle devant les Nigériens, on a fait plus de 3 heures de temps en train de chercher une idée qui puisse accompagner le président. Parce que de tout le temps, je pense que c'est une tournée qui a été réalisée par monsieur tout le monde, le président. Oui, tout à fait. Tout président qui vient au Niger, il va aussi de sa tournée. Et là, nous avons voulu immortaliser le moment à travers des témoignages spontanés des Nigériens, de la population, pour nous dire, pour nous affirmer quels sont leurs réels ressentis suite à ces tournées. Et ils l'ont dit dans le livre. Et peut-être le seul caillou dans mes chaussures aujourd'hui, c'est que je n'ai pas pu recueillir un témoignage parce que de manière très rapide, j'explique. On demande à la personne si on peut recueillir son témoignage. Il nous donne son nom et prénom. Il nous donne même des numéros de téléphone. Et il y avait un monsieur qui était là, qui était à côté de moi, et il avait l'air un peu triste. Et il était vraiment âgé. Donc là, je posais la question, il m'a dit, et je parlais en zarma, il dit « Izo, mon fils, donc je continue en français, il dit qu'il ne se sent pas à l'aise, il n'est pas tranquille. Voilà. Mais je lui dis, mais on était à Gaïa. Je dis, mais on a le président qui est à Gaïa. Normalement, c'est un moment de joie. De joie. Il dit non, il est comme un enfant, et je suis ému, je le dis, qui voit son père aller à la guerre. Il dit, nous avons des ennemis externes comme internes. Il dit, nous devons tous être préoccupés et prier le Tout-Puissant pour que ce monsieur, et c'est là qu'est sorti le mot guide, pour que ce monsieur qui est, il dit notre guide. Notre guide. Ce monsieur qui est notre guide, qui a lancé un pas vers la souveraineté qui, Inch'Allah, va peut-être nous faire siéger au concert des Nations Unies, il dit on va prier pour que ce monsieur revienne sain
et sauf à Niamey. Mais malheureusement, dans le j'étais vraiment très ému, je n'ai pas pu recueillir toutes ces... Le nom. Exactement, le nom. Mais l'essentiel est fait, puisque vous avez tout rappelé dans ce document. Exactement. L'essentiel est fait et on est même allé sur les recommandations que certaines personnes nous ont aussi données. Ils disent Arankangedi président, merci du président. Et vous avez fait toute la tournée, je précise, je demande, vous avez fait toute la tournée dans les 6 régions qu'on a visitées. On a fait presque toute la tournée. D'accord. On a dit à Difa, pour des raisons que j'avais expliquées à M. Lawel, on n'a pas pu être jusqu'à Difa. Ok, d'accord. L'essentiel est fait. Merci. Merci. C'est juste pour recueillir votre témoignage par rapport à ce livre. On va continuer, monsieur le conseiller, monsieur Razak. Quelle signification donner à l'étape d'Arlit et Asamaka, deux localités situées aux confins du désert nigérien? Parce que le président y était. Et à Arlit et à Asamaka. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, merci monsieur Ablaï pour cette question qui me paraît assez hyper pertinente. D'accord. Parce que... vous savez, Arlit, c'est quand même une ville singulière au Niger, qui est très très bien reconnue, qui est connue d'ailleurs, qui donne son nom, déborde même nos frontières. Oui, tout à fait. Et il y a eu un événement majeur qui avait eu lieu dans cette ville-là en 2025. Il s'agit de la nationalisation de la Somalie. De la Somalie, c'est exact. Et après, vous l'avez bien souligné, 57 ans de gouvernance offshore, on va dire, et à travers qui nous a laissé pas des choses agréables, que des mauvais souvenirs. Aujourd'hui, moi, je suis un ancien de Somaïr. Et quand vous retournez à Arlit, vous regardez la ville d'Arlit, au regard de tout ce qui a été extrait dans cette ville-là, vous ne pouvez que pleurer. Voilà, vous ne pouvez que pleurer et c'est pas fini. Le chef de l'État, en visitant Arlit et singulièrement la Somaïr, le site de la Somaïr, le site de Somaïr, est parti de façon définitivement supprimée dans le subconscient des futurologues d'Apocalypse, qui sont là, qui attendent à ce que le système s'écroule, que Somaïr s'arrête, pour justifier le retour de cette catégorie de personnes. D'accord. Je pense que c'est fini. C'est fini. C'est fini. Et tout celui qui a encore des doutes dans sa tête, je pense que, comme disent les informations, on a fait del tri. On a supprimé l'arborescence. Tout est fini. Maintenant, ça a boosté en plus les travailleurs. Moi, on a vu des milliers de travailleurs qui étaient là à l'entrée et sur le site, et dont le président a pris le soin de saluer un à un jusqu'à la fin, parce qu'on a suivi. Moi, j'avais suivi à la télé, pour les encourager. Mais honnêtement, j'avais des larmes. J'avais des larmes aux yeux quand j'ai vu les images du président en train d'escalader les escaliers de l'usine de Somaïr. C'est ça. Et les retours que j'avais de façon spontanée des travailleurs qui sont sur place m'ont encore rendu beaucoup plus ému. Parce que on a l'impression que c'est un libérateur. Historiquement, moi, je vais retourner sur l'Empire sans rail. Lorsque Soni Alibert est parti libérer Tombouctou, c'est exactement le même symbole. Lorsque les envahisseurs ont vu Soni Alibert de l'autre côté du fleuve, avec ses chevaux, ils ont pris la fuite. D'accord. Et Arlit, à ce moment-là, ceux qui ont pris la fuite, ce n'est pas les envahisseurs parce qu'on les a déjà chassés, c'est les mauvais esprits, les mauvais esprits qui sont restés encore dans le subconscient des Nigériens qui sont là-bas, qui se sont évadés. Donc cette visite à Arlit et particulièrement à Somaïr, je pense qu'elle est unique et elle marque notre territoire de façon définitive. Et il y a un proverbe germain qui dit Bakor sino afumbono gafo gadi. D'accord. Donc il a fait le tour là-bas, il a laissé les empreintes. Dans la subconscient des gens. Et aujourd'hui, personne n'osera vouloir venir répéter les mêmes pratiques qu'ils ont eu à faire pendant 50 ans, plus de 50 ans dans cette ville-là. Et maintenant, je pense qu'il faudrait laisser le temps aux populations de se rendre compte des changements qui vont intervenir. Arlit est resté pendant plus de 45 ans, il n'y a aucune piste de route goudronnée. Il y a encore jusqu'à présent, et d'ailleurs c'est un combat qu'il faudrait qu'on fasse, des prémices encore de cet esprit colonial à Arlit. Les villas à Arlit aujourd'hui portent des noms insultants à notre mémoire.
lui, si c'est un agent de maîtrise, ça, vous savez comment on appelle sa villa? Non. MAB. MAB, c'est Maison Agent Blanc. Ouais. Et quand vous allez dans la cité des ouvriers, c'est des DA, des dortoirs africains. Et jusqu'aujourd'hui, Jusqu'aujourd'hui. Mais de façon mécanique, on reprend la peinture de ces bâtiments-là, on rénove, on répète, on réécrit les mêmes choses. Dortoir africain. Ça veut dire que nous, on n'a même pas besoin d'avoir... On n'a même pas droit à un logement, on a droit à des dortoirs. Et tous ces pans de nos subconscients-là doivent disparaître. Quand vous allez au restaurant, aujourd'hui, il n'y a aucun blanc à Arlit. Vous allez au restaurant de la Somalie, je vous assure, vous ne trouverez pas 99% des cas d'un plat nigérien. On continue de façon mécanique. Comme ce que dit Cheikh Anta Diop, il dit c'est comme si l'esclave du XVIIIe siècle qui a été libéré, il vient au pas de la porte, il est obligé de retourner parce qu'il ne sait plus rien faire. Comme il y a tellement d'années où on a travaillé son esprit, il faut que cet électrochoc-là, je pense que c'est ce que le chef de l'État est parti faire là-bas. Ok, d'accord. Cet électrochoc-là, il faut que ça soit intégré et que ça soit matérialisé dans tout ce que nous faisons. Que les revenus qui vont être issus de l'exploitation de ces mines-là puissent profiter aux populations. Qu'aujourd'hui, quand quelqu'un va quitter un contrée du Niger et qu'il va avoir Arlit, qu'il sente qu'il y a eu l'uranium. Je vais vous raconter encore une anecdote. En 2008, moi j'étais chef d'un projet, le projet Lixiviation Anta au niveau de la Somalie. J'avais reçu en mission une Colombienne qui était venue travailler pour le compte d'Orano. Moi, comme elle est venue chez moi, donc je l'ai pris dans ma voiture, on rentrait en ville. Quand on est rentré à l'entrée de la ville d'Arlit, on avait trouvé des immondices avec des enfants dessus. Bien sûr. Elle me dit, Razakou, qu'est-ce qu'elles font ces enfants-là sur ces immondices? Je n'ai pas pu parler. Bien sûr. Elle me dit, dans ce cas, je ne suis pas en sécurité. J'ai dit, pourquoi? Il dit, une ville où il y a autant de misère, ça veut dire que moi, on va m'attaquer la nuit. J'ai dit non. J'ai dit non, on ne va pas t'attaquer, mais ça te permet de savoir. Il me dit, chez moi, autour des mines, à Chuquikamata, à El Abra, c'est ça les mines de Chili, il dit, mais attends, les populations vivent quasiment dans des conditions très acceptables. Voilà. Et nous, on nous a refusé cela. Pendant on nous a refusé 50 ans. On nous a refusé cela. On nous a pratiqué un matraquage intellectuel et incommensurable. Et ça, je pense que c'est mon mot de la fin, M. Abdoulaye. La visite du président à Somaïr, je suis convaincu que ça a mis fin définitivement à tous ces replis de notre pensée qu'il faut abandonner et s'orienter vers une nouvelle dynamique telle qu'est dessinée par les plus hautes autorités, pour que le Niger puisse s'approprier de façon définitive la gouvernance de ses ressources minérales et que le Niger puisse les utiliser comme des leviers, des rampes de lancement de son développement. Ça, c'est fondamentalement important. Mais ça ne se fait pas de façon gratuite. Ça nécessite un travail et du sérieux. Un travail, un effort incommensurable sur nous-mêmes. Pour être à la hauteur et ne pas tomber dans la honte. Moi, ce que je dis aux gens, on a chassé les blancs là, mais il ne faut pas qu'on tombe dans la honte. Et on ne tombera pas de la honte, Inch'Allah. Le SG du syndicat, il va réagir. Abassa, qu'est-ce que vous allez ajouter? Quelle signification donner à l'étape d'Arlit et Assamaka, deux localités situées aux confins du désert? J'aimerais d'abord intervenir par rapport à l'étape de Assamaka. Je pense qu'à travers Assamaka, parce qu'il y a eu la tentative d'attaque là-bas, fait la veille. Ça a donné l'occasion au chef de l'État de démontrer sa propre personne. Bien sûr. Parce qu'il y a eu attaque, normalement, un autre allait avoir peur et même arrêter sa tournée, mais lui, il est allé affronter le danger. Parce que c'est un chef militaire et il a montré qu'il n'a pas peur du tout. C'est ça. Et que la refondation, là, ça ne se fait pas en fait derrière des bureaux, ça se fait sur le terrain. Donc pour nous, l'étape de Assamaka qui n'a pas été prévue initialement selon nos informations, c'est vraiment un acte très salutaire et qui montre sa personnalité. Alors par rapport à Arlit, il y a beaucoup de choses à dire à Arlit, sur Arlit plutôt. Parce que Arlit était appelé Petit Paris. À l'époque. Alors que quand on va à Arlit, ça n'a rien de Paris. Bien sûr. Par exemple, moi, quand j'étais à Paris, j'étais dans un hôtel au niveau du 16e étage, mais on avait l'eau
à volonté. Donc il y avait aucun problème d'eau. Des moyens sont mis pour que l'eau arrive jusqu'au 16e étage. Alors qu'Arlit, rien que dans la ville, on n'a pas l'eau. Donc ça, c'est un contraste. Il y en a beaucoup d'exemples comme cela. Arlit, les 10 derniers jours-là, nous avons perdu 4 travailleurs ex-travailleurs de Cominac. 4. Les 10 derniers jours-là. Ah ouais. Ils sont décédés. Les 2 derniers mois, c'est 6 travailleurs qui sont décédés. Ouais. Je cite deux, pour comprendre un peu. Alors, voilà. bon, en fait, vous savez, on a beaucoup de malades. Voilà. Il y a vraiment beaucoup de choses parce que bon, les conditions de travail à un moment donné étaient catastrophiques. Ouais. Voilà, les Blancs, eux, ils se protégeaient. Mais au niveau de nous autres, là, c'est toute une histoire. Okay. Parce que ce qui compte, c'est vraiment le gain, donc la richesse. Mais il faut savoir que d'abord, Arlit est singulière parce que l'enjeu même de la refondation, c'est Arlit. Ouais. C'est les ressources minières. C'est l'uranium. Aujourd'hui, on a vu juste quelques 2 années après, donc l'arrêt de l'exportation de l'uranium là, ce qui est en train de devenir la France à travers même certains médias français. Bien sûr. Donc, Arlit n'est pas une ville comme les autres au niveau donc, du territoire. Maintenant, il l'a dit, en fait, pendant toutes ces années-là, il y a eu 2 poids 2 mesures, même au niveau donc, des travailleurs d'une même entreprise, Somaïr ou Cominac. Nous avons des travailleurs expatriés qui sont correctement pris en charge, mais nous avons le personnel nigérien qui est presque abandonné. Parce que jusqu'à aujourd'hui, quand on va à la retraite, on devient un cas social. Un cas social parce qu'on n'a pas été bien entretenu, même du point de vue salaire. Jusqu'à la retraite, on ne peut pas réaliser quelque chose. On ne peut même pas avoir un logement. Et on finit Ce qui fait que c'est après la retraite qu'on essaie donc de chercher un logement. Et les petits sous qu'on nous donne après la retraite, mais on cherche un abri et c'est fini. Maintenant, on n'a pas une prise en charge après, alors que quand on prend de l'âge, avec tout ce qu'on a pu accumuler comme charge de travail, parce que là-bas c'est très ardu, comme aussi les effets donc, de l'exploitation, parce que bon, c'est l'uranium quand même, donc il y a malheureusement donc, des conséquences. Donc on tombe malade et il n'y a pas de prise en charge. C'est pour nous donner un peu le contrat, voilà, un peu de donner le contrat de tout ce qui s'est passé. Maintenant, par l'étape d'Arlit, donc le chef de l'État et surtout donc l'étape de la Somaïr, parce que le chef de l'État a tenu à saluer individuellement les travailleurs. Mais ça, on l'a vu. Toute la file là qu'il y a eu, donc voilà. Et il a tenu à visiter... C'est près plus d'1 millier de personnes qui étaient là. Alors, rien que les travailleurs statutaires, nous sommes environ 750. 750. Et les travailleurs sous-traitants, environ 800. Ah oui. Voilà, donc ça fait beaucoup. C'est vraiment énorme. Et vous avez vu que les travailleurs étaient sortis à l'entrée de la ville pour accueillir le chef de l'État. En fait, cela, ça montre vraiment l'approbation des travailleurs donc à l'idée là de refondation. Les travailleurs sont prêts. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'il faudra qu'on fasse très attention. Il faudra qu'il y ait beaucoup de rigueur dans la gestion et tout, pour que ça continue. Parce que malheureusement, quel qu'en soit ce qu'on a pu mettre en place, quand il n'y a pas un bon suivi, ça peut s'écrouler. Et facilement, c'est facile de détruire, mais c'est difficile de construire. Donc, nous profitons quand même pour tirer, donc, en tout cas, ce cri de cœur là. Dans tous les cas, bon, nous, de notre côté, tout ce qu'on peut dénoncer, tout en apport qu'on peut faire, donc, par patriotisme, on le fait, quel qu'en soit ce que ça peut nous coûter. Donc, nous pensons que l'étape d'Arlit est vraiment très particulière à tout point de vue parce que c'est le symbole même de la refondation. Donc, en un mot, le président qui était sur ce site-là, il a réaffirmé la souveraineté totale du Niger sur l'exploitation de l'uranium. Et il n'y a pas un retour en arrière. Je pose la question. Parce que j'ai écouté son message. Effectivement. Voilà. Effectivement. Vous avez aussi remarqué qu'on l'a beaucoup applaudi. Applaudi, bien parce sûr. Parce qu'avant sa visite, malheureusement, nous avons des travailleurs qui pensaient qu'on ne peut rien faire avec le Nigérien. On ne peut rien faire avec ce pouvoir-là. La Somalie, aujourd'hui, appartient à l'État du Niger, clair et net, sans embâche. Pour nous, dans la conscience de presque tout le monde,
on ne peut même pas imaginer un retour en arrière. Ok, d'accord. Parce que retourner en arrière, ça signifierait quoi? Non, il ne faudrait pas qu'il y ait un retour en arrière. Et pour cela, il faudrait que l'ensemble des Nigériens, pas seulement nous les travailleurs, bien sûr, s'en rendent compte et contribuent pour. Parce que c'est cela qui est essentiel. C'est pas le début c'est pas l'acte de pouvoir mettre en place un changement qui est difficile, mais c'est sauvegarder. C'est comme une entreprise. Moi, je suis dans une entreprise. Je sais que construire une entreprise est moins pénible que pérenniser l'entreprise. Voilà. Donc, pour nous, il ne faut même pas que les gens aient à l'idée d'un retour. La Somaïr est nationalisée, elle est nigérienne et elle restera nigérienne. Vous allez continuer à travailler. Et nous espérons faire 50 milliards de bénéfices. L'uranium. Voilà. D'accord. Oui, Rufai, qu'est-ce que vous allez ajouter sur quelle signification donner à l'étape d'Arlit et Assamaka Bon, pour comprendre l'enjeu même de, comment on appelle, de Arlit au Niger, il faut remonter à l'indépendance. Vers 58, en ce moment, on était, comme on appelle, un membre de la France. Quand je dis membre, un bras de la France, bien sûr, on y va comme ça. Et quand on regarde dans la politique étrangère de la France, ce qu'elle fait en Afrique, c'est de l'exploitation. D'accord. La France n'a jamais parlé de développement en Afrique. Elle parle toujours d'exploitation. Depuis, comme on appelle dans les années 60, que l'exploitation a commencé, jusqu'en 81, où il y avait eu le premier pic de 2264 tonnes, je crois. Qu'est-ce que les Français ont posé comme acte? Aujourd'hui, quand on demande un simple investissement, même en termes de siège, il a fallu que les gens crient pour qu'Areva puisse avoir un siège au Niger. Donc ça veut dire que pendant les 40 ans avant le siège, ils n'avaient même pas à l'esprit l'idée d'avoir une brique ici au Niger. Donc c'est l'exploitation. Pendant la colonisation, ils prenaient, ils s'en allaient. Et c'est ce qu'ils ont continué. Quand on regarde, comment on appelle, tout ce qui s'est passé de 60 jusqu'à, comment on appelle, au pouvoir de Tandja Mamadou, où il y a eu la révalorisation que certains ont qualifiée de propagande, mais on a vu les résultats. Avec la SOPAP, on a commencé à comprendre ce qui se passe. Avec la loi de 2006. De 2006, oui. D'accord. Tous ces facteurs nous font comprendre que, même côté sécuritaire, les rébellions financées, mais c'était pour l'exploitation, parce que quand il y a une rébellion, c'est une charge. Ils vont dire que non, il faut financer la sécurité, c'est une charge, voilà, ainsi de suite. Après ça, le retour de l'armée française au Niger, c'est à cause de Arlit. Parce qu'ils ont, en 2010, ils ont pris le prétexte que voilà, leurs employés sont en train d'être enlevés, ainsi de suite, donc il leur fallait des forces spéciales. Donc c'est par là que l'armée française est rentrée au Niger. Et de, comment on appelle, une cinquantaine, on est allé jusqu'à un nombre où personne ne maîtrise. Ça, on a tout vu. Donc, vous voyez, ça veut dire que Arlit est le plus grand pas, si on arrive à le réussir, pour cette souveraineté dont on parle. Parce que la France... D'où le déplacement du chef de l'État. D'où le déplacement. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend... l'armée a été créée avant même la souveraineté du Niger. L'armée a été créée, comme on appelle, le 1er août 1960. Et on a une autre, comme on appelle la souveraineté, à partir du 3 août. Donc quand on regarde ce facteur, il n'y a pas un mécanisme plus important que l'armée pour pouvoir prendre nos souverainetés sur l'uranium. C'est fait. Quand on regarde la majeure partie des Nigériens qui a une fois vu l'uranate pendant 60 ans, comme on appelle, d'exploitation, personne. Mais pour une fois, la télé nationale est rentrée dans les, comment on appelle, les installations. Elle a filmé, les Nigériens ont vu c'est quoi le yellow cake. Tout à fait. C'est important. Mais avant, c'est juste, on entend parler. Des gens, des fois, on nous dit que bon, voilà, c'est une matière qui, comment on appelle, qui ne représente absolument rien. Mais quelque chose qui ne représente absolument rien. Pourquoi la France va vouloir faire, comment on appelle, des pieds des mains à l'international pour pouvoir s'en accaparer? Et aujourd'hui, voilà, quand on regarde l'aspect sécuritaire de Assamaka quand même, quand on regarde, c'est pratiquement la zone des 3 frontières à partir du Liptako. C'est la même chose qu'on retrouve au niveau de Assamaka. Parce qu'on est sur la frontière Niger, Mali, Algérie. Donc, c'est des infiltrations pour faire en sorte que notre souveraineté soit piétinée. Et le fait que le président aille sur le terrain directement, j'ai la certitude que le militaire qui est là-bas, qui a vu le président de la République venir avec lui pour faire, comme on appelle, la prise d'armes le jour-là, il sait qu'il n'est pas seul. D'accord. Il sait que même
le premier responsable est derrière lui. Parce que la situation qui s'est passée, dans beaucoup de cas, on l'a vu ici au Niger, dès qu'on dit, bon, il y a manifestation, comment on appelle les hommes politiques, ils prennent armes et bagages, ils rentrent dans les hôtels pour dire qu'ils vont se protéger. Mais lui, il est parti rencontrer le danger. À Samaka. À Samaka. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans une approche où c'est le Niger qui compte. Parce que si, comment on appelle, le président comptait sur sa propre personne, il allait revenir sur Agadez. Mais il est parti vers le danger. Donc ça veut dire que... Aussitôt informé, parce que je dois le préciser. Il a conscience que informé de cette tentative. Et il est allé. Il est allé encourager et soutenir les forces de sécurité à Samaka. Voilà, parce que si lui-même ne met pas sa personne en danger, bien sûr, l'autre qui est toujours sur le poste, il va se dire qu'est-ce qu'il cherche ici. D'accord. Et aujourd'hui, les gens ont compris. De Asamaka à Arlit, on sait que cette zone, et surtout, c'est comme quand on prend la région d'Agadez, c'est les 2 tiers du Niger. Donc si on ne maîtrise pas les 2 tiers du Niger, on ne maîtrise pas notre souveraineté. D'où l'importance de cette zone. Que ce soit sur le côté économique, que ce soit sur le plan minier, et ainsi de suite. Par exemple, même, comment on appelle la fracturation qu'ils ont voulu utiliser pour, comment on appelle, Imou. Mais en fait, c'est contre nous. On parle de réserve en eau de plus de 2000 milliards de mètres cubes. Et vous voulez infiltrer des produits chimiques, contaminer l'eau là. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Eux, c'est juste exploiter au moindre coût. Tout à fait. Quand ils vont partir, ils vont laisser les problèmes à qui? Et aujourd'hui, même quand ils demandent de, comment on appelle, de ne pas toucher l'uranium qui est déjà présente, parce que voilà, ils sont en litige, mais leur devoir par rapport à la Cominac, ils l'ont abandonné. Ils l'ont abandonné, c'est juste. Ils ne font plus le démantèlement. Alors que s'ils étaient conscients, ils allaient continuer le démantèlement comme la loi leur oblige. Voilà, comme la loi leur oblige. Mais ils l'ont arrêté. Et ils veulent prendre, comment on appelle, des produits. Ça n'a pas de sens. Merci, Rufai. Je vous en prie. Oui, qu'est-ce que vous allez ajouter ici rapidement sur l'étape d'Arlit à Samakala? Essentiellement, c'est l'étape d'Arlit concernant la nationalisation de la Somalie. De la Somalie, ok. D'abord, ce que je peux dire, c'est que la nationalisation de la Somalie était nécessaire et inévitable dans le sens où c'était la seule réaction que l'État peut prendre face à l'expropriation dont on a été l'objet de nos ressources depuis tant d'années. D'accord. Mais la question qu'on doit se poser, comment en est-on arrivé là? Normalement, la question de la nationalisation ne devrait même pas se poser dans le sens où l'État n'a jamais entendu céder ses entreprises ou ses permis. L'État n'a jamais entendu perdre le contrôle de ces entreprises. D'autant plus que les permis, les jugements doivent encore rester la propriété exclusive de l'État. Or, qu'est-ce qui se passe? Aussi bien dans les faits que dans les textes. Quand vous parcourez le code minier ou le code pétrolier, quand vous parcourez les contrats miniers ou les contrats pétroliers, tout est mis en œuvre pour que l'État en soit exproprié immédiatement ou à terme. C'est pourquoi on en est là. Donc, le premier travail à faire, le premier pas à faire, c'est de réformer à la fois les codes miniers, pétroliers et les contrats miniers et pétroliers. Aujourd'hui, M. Abdoulaye, on parle de réforme en réforme, mais en réalité, on change l'emballage dans la mesure où après on a les mêmes effets. Ça c'est avant. J'espère. Voilà. Et la refondation doit servir. Et la refondation. On l'espère. Il y a un travail, je dois le dire, parce que je suis au courant de ce que j'ai dit, il y a un travail qui est en train d'être fait au niveau des mines. C'est salutaire. On discute avec les différents responsables de cette mine. Je vous assure, ils ont pris en main toute cette question et en train de mettre de l'ordre dans cette affaire. Eh bien, chiche. C'est des instructions qui ont été données pour qu'il y ait de l'ordre. Voilà, c'est exactement ça. Parce qu'on a beau tenir des discours, on a beau tenir des slogans, on a beau s'insurger, si on ne s'attaque pas à la racine, on aura toujours les mêmes effets. C'est pris en compte depuis le 26. Si c'est pris en compte, on ne peut qu'accompagner et saluer ces efforts-là. D'accord. Ça, c'est essentiel. Et toutes les préoccupations ici qui ont été soulevées, à savoir que les préoccupations sociales, environnementales n'ont pas été prises en compte, tout ça, il y a des moyens, des outils, des mécanismes de faire en sorte que, effectivement, l'exploitant puisse non seulement respecter ses engagements et en supporter les responsabilités.
Tout ça, c'est des questions qu'il faut prendre en compte dans la réforme, dans la globalité de ce que nous cherchons par rapport aux objectifs, de manière à ce que les populations nigériennes puissent bénéficier des retombées aussi bien financières, économiques et environnementales de l'exploitation de nos ressources. Et c'est possible. Maintenant, on va laisser les chefs militaires s'occuper de cette question pour que tout le pays soit sécurisé. Voilà. C'est bon? C'est bon. Merci, oui. D'accord. Donc, encore une fois, merci, M. Abdoulaye. Je ne vais pas du tout être long. Je pense que tout a été déjà dit. Et si on prend le déplacement du président sur Tillabéri a été la première partie. Oui, c'était la première étape. Mais le déplacement à Agadez, notamment Arlit et Assamak, ont été les déplacements les plus importants. Ouais. Parce que rien qu'à ce niveau, il a fait cas de la souveraineté dans toute sa splendeur. Bien sûr. On a fait cas de refonte de l'État. Et il a pu concilier le gouvernement, les autorités avec la population d'Arlit. En deuxième cas, il a fait cas de la refonte de l'économie. Et ça, M. Abbas l'a dit, il a martelé des mots qui ont sonné non pas seulement dans les oreilles des Agadésiens, des gars d'Arlit, mais dans tous les oreilles de l'AES. Il dit nous allons vendre. Exactement. Il faut dire les choses très clairement. Exactement. Nous allons vendre notre uranium à qui nous voulons. L'essentiel, c'est les conditions de cette vente qu'il faut définir. Exactement. Voilà, pour que l'utilisation que ceux qui vont acheter soit très claire, que ce soit à une utilisation civile, ça il l'a dit, pas militaire. Exactement. Et je pense qu'on ne peut pas empêcher à un pays comme le Niger, qui cherche ses voies et moyens de développement, de ne pas le faire. Ça, il faut le dire. D'où le soutien nécessaire de cette population par rapport à cette question précise. Parce qu'on n'a pas pu le faire pendant des années où c'est la France qui exploite, qui vend, qui nous donne ce qu'elle veut. Et aujourd'hui, on a assumé nos responsabilités pour vendre nous-mêmes. Et je pense que ça va aller, voilà. Inch'Allah, ça va aller. D'accord. Et il a dit, c'est la première fois que nous entendons un président, en tout cas nigérien, parler d'une vente responsable. Ah oui, bien sûr. C'est pas vendu à qui le veut, à qui le premier venu, mais une vente responsable. Et je pense que c'est des trucs, c'est des choses, c'est des faits que nous devons saluer. On n'est pas là que pour regarder, on est là pour accompagner. Et surtout, je reviens encore une fois avec M. Lawel, la population que nous sommes, nous devons tous accompagner, Monsieur le Président. Sur Assamak, tout a été dit. D'accord. Il a démontré à la face du monde entier que c'était un chef de guerre. Et malgré le danger, malgré le risque, il a dit on fonce. Et vous voyez, les détracteurs ont fui devant le président. Tout à fait. Voilà. Avant de donner la parole à Abbas, ce livre-là, il est déjà sur le marché ou pas, ou bien... Ce livre n'est pas sur le marché, donc exactement. Ce serait bon quand même que les Nigériens s'approprient, voir ceux qui n'ont pas pu, peut-être comme nous, aller sur le terrain au cours de cette visite, ou ceux qui n'ont pas pu pour d'autres raisons regarder les médias et tout, qu'ils sachent exactement ce qui s'est passé. Ça sera quand? Ça sera incessamment. Incessamment. Et vous avez dit quelque chose de très important. Nous, ce qu'on a voulu faire à travers ce livre, c'est immortaliser ce déplacement, cette tournée historique du chef de l'État. Parce que nous allons tous partir un bon jour. Oui, mais il faut que ça soit public, que les gens disposent un peu de ça pour lire exactement ce qui s'est passé. Parce que c'est des témoignages, vous l'avez dit, des populations que vous avez rencontrées sur le terrain qui ont donné leur témoignage de ce qu'ils pensent de cette visite du président de la République. Et je pense que c'est important. C'est important. On part déjà sur 10 000 exemplaires que nous allons faire afin de les distribuer dans chaque région du Niger. Et le plus important, on le répète encore, c'est vraiment d'inscrire cette tournée du président en lettres d'or dans l'histoire du Niger. D'accord. Merci beaucoup. Oui, Abbas, on va insister sur cette question du uranium. Vous avez écouté ce que les autres ont dit. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que le Niger l'a dit au cours de son intervention à Arlit, sur le site de la Somaïb, que nous allons vendre notre uranium à qui nous voulons. L'essentiel, c'est que les conditions soient clairement définies. Alors, ce que j'allais dire, c'est que quand on prend 2022, nous avions réalisé globalement la production. Nous l'avons légèrement dépassé. Mais à l'atterrissage, Sommer s'en est sorti avec un déficit de moins 7 milliards. C'est-à-dire que... En 2022. En 2022. Ça, c'est avant les événements du 26 juillet. Voilà. Alors qu'on a fait 100% de la production. Et qu'on a passé toute une année à souffrir, donc à produire. Et voilà. En 2023, nous avions fait 57% de la production. Après les événements. Parce qu'après les événements, c'était en juillet,
Somaïr avait positionné des commandes pour finir l'année. Donc, c'était environ 6 milliards de marchandises qui devaient venir. Alors, quand il y a eu le coup d'État, il y a eu aussi la fermeture des frontières et tout ce qui va. Donc, du coup, on n'avait pas les entrées nécessaires pour finir la production. Donc, on a fini avec 57% de la production. Mais au niveau du chiffre des bénéfices, on avait réalisé 19 milliards 750 millions. 19 milliards en 2023. En 2023. Contre 7 milliards. Contre moins 7 milliards. Moins 7 milliards de déficit en 2022. Donc c'est assez parlant. Ouais. C'est pour dire que le Niger ne maîtrise pas en fait l'exploitation de l'uranium dans les autres périphéries telles que la maîtrise des comptes et autres. C'est ça. Parce que il suffit qu'on dise par exemple que le soufre a coûté plus cher. Pour que les prix montent, et voilà. Dans tous les cas, il faut masquer les revenus pour qu'on ne puisse pas verser des dividendes et autres. Donc ça donne une idée, en fait, de ce que c'est que l'uranium pour la France. Alors, la seconde idée, c'est que même les DG Orano, quand ils viennent sur le site, quand ils viennent à rencontrer donc, les travailleurs, ils arrivent quand même à nous dire que même leurs partenaires réclament l'uranium du Niger. Ça veut dire que la qualité de l'uranium du Niger est très appréciable. Ça, ce n'est que deux exemples. Donc, c'est pour montrer en fait la place de l'uranium. De l'uranium du Niger. Donc, l'uranium fait que la France est devenue une puissance nucléaire. Nucléaire, tout à fait. Alors que l'uranium fait du Niger un pays pauvre. Avec des populations maltraitées. Je disais tantôt qu'en les 12 derniers jours, on a perdu 4 agents qui sont... Dit, voilà. C'est pour donner exactement la situation de la chose. Donc, l'uranium et les autres matières que nous avons doivent servir pour le pays. Et cela est très important. Et c'est ce que le chef de l'État est allé dire. Et c'est ce que le chef de l'État est allé nous affirmer. Pas seulement nous dire, mais nous affirmer. C'est ça. Parce que c'est vrai, une grande partie de la population croit. Mais malheureusement, nous avons des gens qui ne croient pas jusqu'à aujourd'hui. Donc, à ces gens-là, il faudra en fait leur marteler que la refondation, là, c'est réel et que c'est palpable. Quand il y a eu le coup d'État, Somaïr n'a pas arrêté sa production malgré tout ce qu'il y a comme obstacle. C'est juste. Alors, nous savons qu'à Somaïr, pour faire environ 2000 tonnes d'uranium, ou bien un peu moins de 2000 tonnes d'uranium, il faut environ 122 milliards d'investissements. Quand il y a eu le coup d'État, Somaïr n'arrive pas à avoir en fait, l'argent nécessaire pour assurer tout ce qu'il y a comme charge. Donc souvent même, c'est 500 millions qui sont versés à travers le trésor public, le trésor de l'État. C'est pour dire qu'avec peu de moyens, on a pu continuer la production d'uranium. Jusqu'à aujourd'hui, l'uranium continue, donc on continue de produire. C'est vrai que la cadence a diminué, mais ça, ce n'est que pour le moment. Parce que Somaïr, c'est une entreprise capable de produire 3000 tonnes d'uranium l'année. Donc, il faudra que, à travers la visite du chef de l'État, que l'ensemble des Nigériens se mettent en tête qu'on n'est pas pauvres du tout, et que le génie nigérien là est suffisant pour faire tout ce qu'on veut. D'accord. Voilà. Mais seulement, je suis d'accord dans les règles. Dans les règles, bien sûr. Voilà. D'accord. Raza, qu'est-ce que vous allez ajouter? C'est toujours cette question de l'exploitation de l'uranium. Oui, merci beaucoup. Parce qu'on a vu, Abbas l'a dit qu'on n'a pas arrêté, malgré les difficultés, les blocages et tout le reste, mais ça continue encore. Et il a parlé de 19 milliards de recettes en 2023 contre moins 7 milliards en 2022. Voilà. Et je suis convaincu que ça va continuer davantage. Oui, tout à fait. Je pense qu'il faudra quand même le saluer et le mettre au crédit des travailleurs de la Somaïr pour l'effort qu'ils ont fourni et qu'ils continuent à fournir pour fonctionner malgré des conditions extrêmement difficiles. Pour tous ceux qui connaissent l'industrie minière. Et honnêtement, moi je leur tire mon chapeau. Et je pense que c'est ce que le chef de l'État est parti faire également là-bas. Mais il est parti aussi nous mettre devant notre responsabilité. C'est fondamental que nous
intégrons cela dans notre façon de faire. Il a nationalisé la Somaïr. Ouais. Et c'est irréversible. Et c'est irréversible. Il est parti le matérialiser lui-même, concrètement sur le terrain. Et donc derrière, nous devrons, quand je dis nous, en passant des travailleurs qui travaillent en direct sur ces exploitations-là, que nous-mêmes, parce que chacun pouvait apporter sa pierre de l'édifice de renforcement de la gouvernance dans ces secteurs miniers-là. Il faudra que nous soyons extrêmement rigoureux dans tout ce que nous faisons comme acte dans ce secteur-là. Et nous devrons également, j'avais demandé de ça d'ailleurs, ça fait peut-être 1 an au DG de la Somaïr, qu'il faudrait qu'on capitalise ce retour d'expérience-là. Bien sûr. On est resté pendant un bon moment où on voyait à distance. Il y a certains qu'on pense qui sont dans le système, mais en réalité, moi je sais de quoi je parle. Oui, bien sûr, ce n'est pas mais c'est des rôles qui veulent ce que ça veut dire, quoi. Les gens n'ont pas les vrais leviers. D'accord. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce qui est entre nos mains? Qu'est-ce qu'on a appris? Il faut comme il l'a fait, il faut qu'on documente ça. Bien sûr. Il faut qu'on sache sur tous les leviers d'optimisation qui faisaient pour transférer de façon indirecte les flux là. Il faut qu'on les sache. D'accord. Il faut qu'on les sache et toute autre chose qu'on peut capitaliser pour renforcer davantage la gouvernance et la viabilité de ces sociétés-là, il faudrait que nous puissions les mettre devant. Je vous donne un exemple. En 2013, j'étais directeur général de la Société des mines de l'Iptako, à un moment où les Canadiens avaient décidé d'abandonner, sous faux prétexte que la mine est moins rentable et qu'ils s'attirent vers le bas leurs résultats globaux. Et ils invoquent ils saupoudrent ça avec un peu d'insécurité. Parce qu'en fait, ailleurs, ils ont trouvé un bon gisement au Burkina Faso et le Niger a commencé à se réveiller. Donc, ils ont trouvé la parade pour dire qu'ils vont partir. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont laissé ils avaient laissé une mine avec 32 milliards de pertes cumulées, soit 59 milliards de dettes de Semafo sur la mine. Et quand on a repris, d'ailleurs ces dettes-là, ils ont vendu ça à Sopamine à $1 symbolique. C'est ça. Ça veut dire que c'est du pipeau, c'est du faux. Voilà, c'est artificiel. En fait, c'est comme si vous avez un petit ruisseau et vous créez un gros bassin à côté. Dès que ça coule un peu, vous aspirez. Ouais, bien sûr. Donc c'est le même procédé que ces multinationales-là, de façon globale, font pour nos pays. Il y a ce qu'on appelle en analyse financière un risque de structure. Les structures sont mises en place de telle manière qu'ils passent devant nous pour s'approprier les flux financiers par divers artifices. Et à la fin, il a souligné un problème de 2022 où le Somaïr devrait atterrir avec une marge bénéficiaire consistante. À la dernière minute, c'était un déficit. Un déficit abyssal. Ouais, parce que les administrateurs d'Orano se sont permis d'imposer à la société d'acheter des choses dont elle n'a pas besoin tout de suite. Voilà. Pour dégrader les comptes. Voilà. C'est-à-dire ils ont mal, ça leur fait mal de voir qu'on bénéficie de ces mines-là. Ouais. Et que ça nous apporte quelque chose. Et tant qu'ils peuvent le minorer, ils veulent le minorer. Et aujourd'hui, c'est fini. Mais aujourd'hui, c'est définitivement fini. Et je pense que, je le dis... Sans doute, la rage de Orano qui cherche tous les moyens à bloquer notre production, à bloquer nos ventes et tout. Bon. Ils nous ont toujours fait croire que c'est par pitié qu'ils achètent notre uranium. Qui sait ce qu'il veut. Moi, il y a un truc que j'aime bien dire. C'est comme si vous et moi j'ai de la boule. Vous avez le piment là comme de la boule. Okay? Voilà. Et on vient, on fait un partage. Vous m'amenez votre piment, moi j'amène ma boule et mon lait, vous saupoudrez un peu, on est tous contents, ça a un bon goût, on est content. Et après vous commencez à déconner. Ouais. Pour dire, si c'est pas mon piment là, ta boule là, ça se mange pas. Okay. C'est ce qu'on leur a fait. Okay. Le président leur a dit, ok, gardez votre piment là-bas. Voilà. Nous, notre boule là, on la garde. Et on va la boire. On va la boire, cette boule-là. Donc, c'est pour ça que j'ai dit définitivement, il faudrait que ça change, que ceux qui n'y croient pas encore, les futurologues d'Apocalypse, là, qui sont là, qui attendent que les choses s'écroulent, en rêvant que l'autre vient, parce qu'ils ne sont pas capables d'assurer leurs responsabilités. C'est bien dit. Il faut qu'on les mette de côté. Si on les identifie, on les met de côté et on prend la mine. On a pris la mine, on va gérer la mine
avec nos moyens, avec nos intelligences, avec nos efforts. Et vous verrez, j'ai commencé à amener l'exemple de la mine de Samira, parce que quand on l'a pris en très peu de temps, ce qu'on a compris, c'est extraordinaire. Voilà. Donc je pense qu'on va être dans ce cas de figure-là aujourd'hui. D'accord. Juste le temps que les gens aient patience. Parce que quand même, on est dans un monde où il y a beaucoup de gens qui sont contre nous. Bien sûr. Parce que le chemin de la liberté et de la dignité sont des chemins aussi qui sont extrêmement difficiles. Donc il faut qu'on accepte d'avaler cette pilule-là et de nous mettre au travail et on y arrivera. Inch'Allah. Et je pense que le président, il a joué sa partition. Il a fait ce qu'il doit faire. Il a nationalisé, il est parti marquer sa marque sur le terrain. Maintenant, c'est à nous et on va le faire. Inch'Allah. D'accord. Merci. On a pratiquement fait le tour de cette visite à Arlit et Asmaka et même donné en tout cas une idée de la forte mobilisation. Maintenant, pour finir, qu'est-ce qui va changer fondamentalement après cette grande tournée du président Tchani dans les semaines ou peut-être mois à venir? Oui. Qu'est-ce qui va fondamentalement? Je vais d'abord rappeler, Thomas Sankara disait un militaire sans formation politique est un criminel en puissance. Aujourd'hui, quand on regarde du 28 juillet 2023 à ce jour, l'acte que les militaires là ont posé prouve leur connaissance de la politique publique. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, personne ne pouvait rêver une nationalisation de la Somalie. Parce que dans le temps, en parler même, c'était un crime. C'est un crime. Parce que quand quelqu'un essaie de dire que oui, on va nationaliser, à la limite, on va te dire, bon, toi, tu dois aller à l'asile. Personne n'aura osé, personne n'osera de le faire, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Les gens avaient très peur. Parce que souvent, on dit, c'est ce tyrannium qui fait le changement de régime chez nous. Quand tu n'es pas d'accord, tout de suite, on te dégage, on met quelqu'un. Or, tout ça, aujourd'hui, c'est derrière nous, c'est fini. Et chemin faisant, parce que leur connaissance de la politique, et surtout, ce que je dois rappeler à tous ceux qui font la politique politicienne, c'est de comprendre qu'un leader, il doit écouter. OK. Et dans ce déplacement, on a vu comment le président a pris son temps pour écouter la population. Donc ça veut dire que c'est un développement à la base. On ne peut pas diriger, gouverner sans pour autant écouter. C'est comme si quelqu'un qui a mangé, je lui propose encore à manger. Cette personne aura bien envie de boire. Parce qu'en ce moment précis, ce n'est pas manger son problème, c'est de boire son problème. Donc, écouter les gens permettra de comprendre leurs problèmes et d'apporter des solutions par rapport à cela. Donc il y aura un grand changement. C'est ça la question. Est-ce que vous pensez, après cette... Je ne dirais pas qu'il y aura même. Qu'est-ce qu'il peut y avoir, finalement? Il y a déjà le changement. Qui est là, OK. En termes de changement, déjà, un monsieur qui habite à Agadez, avec qui j'ai eu à échanger, il me disait que dans le temps, la RTA, chaque fois, quand il y a un politicien qui vient, il leur dit, on va faire le lancement des travaux. Il dit, ils ont fait le lancement des travaux à plusieurs fois. Et ça n'a jamais donné. Ça n'a jamais rien donné. OK. Il dit, ce qui l'a très ému, c'est parce que le chef de l'État a dit, actuellement, ce n'est pas une priorité. On a la sécurité devant nous, on a les besoins alimentaires de la population à prendre en charge. C'est de ces priorités-là que moi, je dois m'en occuper. Il faut être réaliste. Voilà. Il dit, plus tard, ça lui a tellement plu que avant il le critiquait, mais il dit, mais aujourd'hui, il s'est rassuré qu'il y a au moins quelqu'un qui connaît leurs problèmes et qui ne veut pas leur mentir. Il dit avant, oui, dès qu'il parle de, oui, c'est la RTA leur problème. Bon, OK, il n'y a pas de problème, à partir de tel moment, on va faire le lancement des travaux, voilà. Il faut être réaliste. Et je pense que tout au long de son parcours, c'est ce qu'il a dit. C'est ce réalisme-là. Dans des régions, oui, on va faire, mais en fonction vraiment des capacités de l'État et des disponibilités. En termes de changement, cette question de sécurité qui est là, et plein d'autres choses. Quand vous regardez, avant à Difa, on parlait de quoi? C'est du terrorisme. Aujourd'hui, on parle de riz. Donc ça veut dire qu'on est dans un autre paradigme. D'accord. C'est bien dit. Ça veut dire que le changement est déjà entamé. Merci Parce beaucoup. Que une zone où pratiquement les Nigériens qui l'ont connu, parce que c'est à l'extrême est. Et le riz, je voudrais le dire, le riz aujourd'hui de Difa est bien recherché. Ça, je te dis. Donc ça veut dire qu'il y a un grand changement. Très bien. Merci. Oui, Issa, qu'est-ce que vous allez ajouter rapidement? Moi, ce que je peux ajouter, c'est qu'il faut... Qu'est-ce qui peut changer fondamentalement après cette grande tournée du président dans les semaines ou peut-être les mois à venir? Alors, ce qu'il faut espérer... Ce qu'il faut espérer pour ma part, au terme de la tournée du chef de l'État, c'est qu'il y ait vraiment une rupture véridique, je dis bien véridique et fondamentale,
d'avec les vieilles lunes, les vieux réflexes, les mauvaises pratiques. Il faut, pour le Niger nouveau que nous voulons, l'émergence du Niger nouveau que nous voulons, mettre toutes les conditions nécessaires pour libérer les énergies, les intelligences, les initiatives et l'audace. Le Niger est un pays sous-développé. Pour se faire plaisir, on peut se dire en voie de développement, mais pour aller vers le développement, il faut un Niger d'innovation, d'audace. Il faut accepter de rompre avec les vieilles pratiques, les mauvaises habitudes. Il y en a. Bon Dieu, il y en a. Et c'est possible. Pour cela, il faut créer les conditions optimales pour donner la confiance à l'individu, à la personne. L'État doit prendre sa part. Les citoyens doivent prendre leur part. Je ne vais pas revenir sur la formule que vous avez sortie de Kennedy. Donc, avant tout, quel est moi mon apport en tant que citoyen pour le pays dans cette refondation. J'ai souvent suivi les débats. On a tendance à croire que le mot refondation est presque galvaudé. C'est un vain mot. Un vain mot. On ne sait pas ce qu'on met derrière. Or, pour atteindre les objectifs qui sont les nôtres aujourd'hui, il faut que ça s'accorde sur le concept de la refondation. De la refondation. Ça, beaucoup l'ont dit, hein, et je pense une fois qu'on se sera entendu sur le concept, dégager une vision claire et les objectifs. Et encore une fois, affecter, allouer les moyens qu'il faut, juridiques, économiques, humains, pour la réalisation de ces objectifs. Merci beaucoup. Oui. Issaka, qu'est-ce que vous avez ajouté, hein? Alors, à quoi doit-on s'attendre, hein, après cette grande tournée? Je ne parle pas de changement. Il y a eu tout un bouleversement. Un bouleversement. Tout un bouleversement. Une révolution. Exactement. Si vous prenez dans notre livre, nous avons parlé au niveau des témoignages d'Arlit. Il y avait le SG, je pense, du comité de soutien pour la tournée du président. Il l'a martelé. Pour eux, il n'est plus inconcevable que la Somaïr ne soit pas étatique. Déjà, ça, c'est un changement mental que nous avons. De Nigériens appartenant, de sociétés nigériennes appartenant à X. Bien sûr. Ça, on a pu nationaliser ça. Et au-delà de ça, aujourd'hui, le président, à travers sa démarche, a pu réconcilier les zones rurales qui se sentaient un peu abandonnées, délaissées, avec les autorités. C'est juste. Et au-delà encore de ça, et c'est ce qui est exceptionnel, nous sommes, je l'ai dit, à la croisée, nous sommes à un petit pas de l'histoire. Dans les années à venir, je suis sûr, et plus que certain, j'ai l'intime conviction que nous parlerons de la révolution nigérienne qui a commencé en juillet 2023. Beaucoup ont demandé sur ce même plateau de décréter cette révolution. Puisque les deux premiers débats qu'on a organisés concernant cette tournée historique du chef de l'État, les gens l'ont dit. Maintenant, on va voir. Exactement. C'est une prise de conscience générale et je suis convaincu que peut-être ça va arriver, peut-être comment ça va se manifester, on verra bien dans les prochaines semaines ou mois. Et la messe est dite, vous venez de le dire. La seule chose que moi j'aimerais vraiment, sur laquelle j'aimerais revenir, c'est que nous devons faire un travail propre sur nous-mêmes. Nous savons que nous avons des détracteurs. Ils sont nombreux, mais ils ne pourront jamais arriver au bout de nous parce que nous avons Dieu à nos côtés. Ces mêmes détracteurs, au fait, les choses basses, de basse besogne, meurent de leur propre mort. On n'a pas besoin de répondre à X ou à Y, à ces personnes qui continuent à jeter leurs propos. Certains l'ont dit aussi. Exactement. Sur ce plateau, il faut avancer. Il faut avancer. Nous n'avons plus à répondre à ces personnes. Aujourd'hui, le Niger, à travers cette tournée, M. Abdoulaye, vous avez été pendant la tournée. Quand le président sortait de l'arène, j'en ai la chair de poule, la foule le suivait de l'arène. À Maradi, j'ai été témoin. Très compliqué au niveau de l'arène de Maradi, ça je dois le dire. On a fait 15 minutes dans l'arène en train d'attendre que la foule sorte parce qu'ils accompagnaient le président jusqu'au bout. Et tout au long des ruelles et tout, les gens sont massés jusqu'à la résidence. Jusqu'à la résidence. Et cela ne souffre aucune contestation. Ce monsieur, ce guide, comme nous l'avons dit, il est aimé de sa population. Très bien. Et nous allons le suivre. Et tout ce que nous allons faire, c'est prier pour que Dieu, dans son infinie bonté, lui fasse rencontrer la splendeur de la joie. Parce que ce combat qu'il est en train de faire, il ne le fait pas pour lui-même. Ça, il l'a dit. Il ne le fait pas pour lui-même. Il le fait pour le peuple nigérien. C'est pour que, comme ça a été fait en 1775 avec les Américains, que le Niger aussi, dans un futur prochain ou lointain, puisse bénéficier des retombées
plus que positif de cette souveraineté et de ces actions que le président a eu à réaliser. Merci Saka, merci. Abassa, qu'est-ce que vous allez, qu'est-ce qui va changer fondamentalement après cette grande tournée historique du président tchadien? Pour moi, tout va changer. Tout va changer. Tout va changer parce que il le faut. Il le faut. Notre situation, elle est difficile parce que s'il faut faire en fait le tour de la situation actuelle du Niger, il y a beaucoup à faire. Il y a du travail. Donc, je ne dirais pas que tout est là, mais qu'il y a du travail. Il y a du travail. Et ce travail ne peut se faire qu'avec l'ensemble des Nigériens. Absolument. Donc, pour nous, il n'y a que du travail. Et c'est ce qui va faire changer les choses. Razak, on finit avec vous. Oui, merci Ablaye. Ce qui va changer, je pense que entièrement, je vais répéter ce que les gens ont dit. D'accord. Le visage du Niger va complètement changer. Et ce qui va changer, c'est que, je le répète encore, le chef de l'État a fait son travail. Il a fait son travail. Et nous lui avons démontré que nous sommes avec lui de cœur, avec la foi et toute la détermination. Je continue à formuler qu'il faudrait que nous continuions à prier pour lui, parce que lui, il a accepté de se sacrifier pour notre pays. Que Dieu lui donne une mention sur les langues de la postérité. D'accord. Et que la branche d'arbre qu'il a plantée aujourd'hui puisse produire énormément d'ombre et de fruits pour notre pays. D'accord. C'est ça notre prière. Okay. Et c'est ça le changement auquel nous invitons tous les Nigériens. Parce qu'on a trop parlé. Il faut qu'on arrête de parler. Il faut aller à des actes, à des actions. Il faut regarder ça, c'est vrai. Donc il faut que les gens... Ça a beaucoup l'ont relevé. On a trop parlé. Il faut maintenant aller à des actions, à des actes. Et vous avez vu déjà sur le terrain, moi je suis producteur agricole. Aujourd'hui, le cours de riz paddy est tombé de 100% entre la même période de 2024 à maintenant. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est déjà des actions concrètes qui sont mises en place. Vous avez parlé tout à l'heure du riz de Difa. Qui est recherché. Bien sûr. On va chercher du riz jusqu'à Difa. Alors qu'avant, on ne pensait même pas qu'on allait le faire. Le chef de l'État l'avait dit quand il était à Sinder, je crois, qu'avant, on disait aux jeunes de faire du tabac. Bien sûr. Ils ont compris maintenant qu'il faut faire du riz à la place. Oui, tout à fait. Le chemin est tracé. D'accord. Donc, on va juste l'accompagner et lui montrer qu'on est digne du sacrifice qu'il a eu à faire pour nous. D'accord. Qu'on est digne de cette confiance-là et que nous allons le matérialiser à travers les actes que nous allons poser en permanence pour notre pays. Merci, merci vraiment Razak et merci Abbas pour votre contribution. Issa, merci aussi. Issa, merci et Roupaï. Merci parce que, bon, vous l'avez dit, il y a une forte mobilisation à l'occasion de la tournée du chef de l'État. C'est incontestable et dans pratiquement toutes les régions du Niger. Et l'exemple d'Arlit qu'il a cité, parce qu'on a vu la mobilisation à Arlit. Les gens même se posaient des questions, mais c'est un département. Et dit oui, mais les gens sont mobilisés. Donc, à l'image de certaines régions, il y a eu la comparaison que les gens ont eu à faire avec ceux qu'ils ont vu à Arlit et tout. Et ça fait plaisir de le voir. Et je pense que, comme vous l'avez dit, le président est allé réaffirmer la souveraineté du Niger, en tout cas sur l'exploitation de son uranium. Et ça, c'est incontestable, c'est irréversible. Et je pense que tout le monde doit accompagner ça pour que nous puissions vraiment sortir de cette situation que l'ancienne puissance coloniale a voulu nous mettre. Parce que exploiter l'uranium pendant plus de 50 ans pour des misères, je pense que c'est inacceptable. Parce que vous avez vu les rues d'Arlit, on a vu l'état de déchets, d'immondices, les radiations, les enfants, parce qu'on a même vu des enfants victimes de radiations qui sont là et comment les soigner, c'est tout un problème. Or, normalement, ça devrait être fait bien avant que maintenant. Mais maintenant, puisque Dieu nous a aidés, on a pris les choses en main, ça va aller. Vraiment, merci à tous et pour votre contribution. On va s'arrêter là en espérant se retrouver une prochaine fois sur d'autres thématiques. Merci à tous. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Et pour notre émission de mardi, nous allons recevoir les femmes militantes engagées pour la refondation qui ont suivi et ont accompagné le chef de l'État dans sa tournée de proximité à l'intérieur du pays. Excellente soirée à tous. Au revoir.